Vous le savez sûrement déjà, mais je suis bien obligé de revenir aux bases, Spider-Man est apparu pour la toute première fois en 1962 dans le numéro 15 de la bande dessinée Amazing Fantasy, créée par Stan Lee. Ce dernier voulait tout simplement proposer un nouveau style de super-héros plus humain. D'après lui, c'est dans son bureau, lorsqu'il voit une mouche se poser sur son mur, qu'il a alors eu l'idée de créer un personnage qui pourrait ramper sur des bâtiments. Pas très inspiré, l'auteur pense très vite à l'appeler Flyman, puis Insectman, mais ce n'était pas assez vendeur. J'ai vu une mouche ramper sur le mur. J'ai pensé que ça pourrait être cool d'avoir un personnage qui pourrait se coller au mur. Puis il me fallait un nom. J'ai parcouru toute une liste. Quand j'ai écrit Spider-Man, ça faisait très dramatique et c'était un peu effrayant. Et voilà, une légende était née. J'ai tout de suite parlé de Spider-Man à mon éditeur et il a dit « Les gens haïssent les araignées, on ne peut pas l'appeler comme ça. Et tu ne peux certainement pas faire de lui un ado. Un ado ne peut être qu'un acolyte. » Puis, quand j'ai dit que je voulais qu'il ait beaucoup de problèmes, sais-tu ce qu'est un héros? Les héros n'ont pas de problème, c'est pour ça que ce sont des héros. Ma suggestion n'a pas reçu un accueil enthousiaste. Malgré ça, les lecteurs font la connaissance de Peter Benjamin Parker, un orphelin amoureux des sciences vivant avec son oncle Ben et sa tante May. Lors d'une exposition scientifique, il est mordu par une araignée radioactive. Et évidemment, cette morsure lui confère des super pouvoirs. Le personnage devient très vite populaire et aura même, seulement quelques mois plus tard, sa propre série intitulée The Amazing Spider-Man. Inutile de vous préciser que le succès sera juste énorme. Si énorme que dans les années 80, on pense déjà à réaliser une adaptation sur grand écran. Surtout que l'homme araignée a déjà fait sensation à la télé sur CBS en 1977. En effet, Stan Lee a vendu les droits à la chaîne au milieu des années 70 pour produire une série. Bien qu'elle ait connu un succès d'audience considérable, la série est annulée après seulement 13 épisodes. Quelques années plus tard, le producteur Roger Corman réussit à obtenir les droits cinématographiques et lance très vite le développement du film chez Orion Pictures. Stan Lee a même été amené à écrire un scénario mettant en vedette le Docteur Octopus. Mais suite à des différends artistiques entre lui et Corman, le projet part directement à la poubelle. Les droits du long métrage ont ensuite été acquis par le producteur Menahem Golan et sa société Cannon Group pour 225 000 $ en 1985. Leslie Stevens, créateur de la série Au-delà du réel, a été embauché pour écrire un scénario où Peter Parker se transformait en tarentule géante. Un film sombre qui devait être réalisé par Tobe Hooper, qui se préparait à tourner Massacre à la tronçonneuse 2 à ce moment-là. Mais Stan Lee était totalement contre l'idée d'en faire une sorte de film d'horreur. Donc, un nouveau scénario est écrit avec un budget qui était compris entre 15 et 20 millions de $. Une belle somme pour l'époque. Mais suite à l'échec critique et financier de Superman 4, le budget a été tout d'un coup réduit à 7 millions de $. Le projet est finalement annulé lorsque le producteur Golan part suite au rachat de Canon par Pathé Communications. Au début des années 90, Golan se retrouve à la tête de la société 21st Century Film Corporation et tente de relancer le projet. Afin de recevoir des fonds, il vend les droits pour la télévision, les droits de vidéo à la Columbia Pictures et les droits de distribution à Carolco pendant que James Cameron se charge d'écrire le film. Ce dernier soumet un premier traitement à Carolco en 1993 qui est une version plus sombre et plus adulte du personnage. Leonardo DiCaprio est sérieusement envisagé pour le rôle principal avec un budget estimé à 50 millions de $. Mais le projet est stoppé net lorsque Golan poursuit la société en justice pour avoir tenté de réaliser le film sans sa participation. Voyant que le projet n'avancera pas, James Cameron quitte le navire pour se concentrer sur son prochain film, Titanic. En 1996, la MGM achète une partie de la société Carolco qui est en faillite et réclame les droits de Spider-Man. Alors, c'était déjà compliqué à suivre, mais à partir de là, ça devient un bordel sans nom. Pour faire simple, plusieurs sociétés se battent pour récupérer les droits. En gros, c'est la merde, tout le monde se tire dans les pattes et le projet n'avance toujours pas.
Et c'est finalement le 2 mars 1999, au bout de 8 ans de procès, que Columbia Pictures et sa maison mère Sony obtiennent enfin les droits pour produire des films Spider-Man. À partir de là, pas de temps à perdre. Le studio pense à plusieurs noms pour la mise en scène comme entre autres Chris Columbus, Barry Sonnenfeld, Tim Burton, Michael Bay, David Fincher, Jan de Bont ou encore Shyamalan. Entre ceux qui ne sont pas vraiment intéressés par le genre super-héros et ceux qui sont déjà occupés sur d'autres films, les refus se multiplient. Après ça, Josh Donnan, qui est l'agent de Sam Raimi, n'hésite pas à balancer au studio que le réalisateur est un grand fan du personnage. Mais n'étant pas le choix préféré pour le poste, Sony reste de marbre face à cette anecdote. Raimi obtient malgré tout un rendez-vous où il a pu citer toutes les raisons pour lesquelles il serait le réalisateur idéal pour cette adaptation. Le studio ne tardera pas à le rappeler. J'ai toujours admiré la manière dont les dessinateurs de bande dessinée parviennent à raconter l'histoire avec une illustration. Tout est présenté de manière très dramatique dans les BD. Ils décrivent précisément ce qu'il se passe dans l'histoire. J'ai commencé à lire Spider-Man tout petit. Pour mes 12 ans, mes parents ont payé un peintre du coin pour un tableau de Spider-Man que j'ai accroché au-dessus de mon lit. Ce qui est intéressant avec ce personnage, c'est qu'il est comme vous et moi. Il est allé à l'école primaire, au collège et au lycée. Il a les mêmes références que nous. Il n'a pas de copine, pas d'argent. Et soudain, il devient un super-héros. Pour le script, c'est le scénariste qui a travaillé entre autres sur Jurassic Park, David Koepp, qui est engagé. Dès le départ, il a eu comme base le scénario écrit par Cameron. Le traitement de James Cameron a été très influent. J'avais bien évidemment mes propres idées sur ce que devrait être le film parce que je suis un grand fan de Spider-Man depuis tout petit. Mais son traitement, il l'a juste pris au sérieux. Il a présenté Peter Parker avec beaucoup de profondeur en tant que personnage. Il a été le seul à prendre au sérieux le genre super-héros à l'époque. Il avait de très bonnes idées. J'aime les toiles organiques que certaines personnes n'ont pas appréciées. Mais c'était son idée et j'étais heureux de l'utiliser. Au fil des réécritures, le bouffon vert devient l'antagoniste principal. Impressionnant! Pour le rôle de Peter Parker, les cinéastes voulaient quelqu'un qui ne soit pas incroyablement grand ou beau comme Christopher Reeve. Le studio avait exprimé son intérêt pour Leonardo DiCaprio, Freddie Prinze, Ewan McGregor, Heath Ledger ou encore James Franco. Ce dernier sera finalement pris pour jouer Harry Osborn. Pendant ce temps, Sam Raimi découvre Tobey Maguire dans le film L'œuvre de Dieu, la part du diable et souhaite le rencontrer. J'ai lu le script et rencontré Sam. Je lui ai parlé de sa vision. Après tout cela, j'étais convaincu de vouloir le faire. Ensuite, Sam et moi avons eu à convaincre le studio de m'offrir le rôle. J'ai passé une combinaison bleue et j'ai fait une scène de combat. J'étais en bonne condition physique, j'ai donc défait le haut pour l'attacher à ma taille et j'ai joué la scène torse nu. Tout dépend de est-ce que ça fait vrai, y suis-je sensible, et donner le sentiment que je veux vraiment raconter l'histoire. C'est ce qu'il s'est passé. Tout le monde était convaincu que Tobey pouvait jouer le rôle de Peter Parker, mais on se demandait s'il pouvait être Spider-Man. Alors il a accepté de faire un essai. Et il nous a tous impressionnés. C'est le meilleur acteur de sa génération, un vrai acteur. Pour se préparer, Maguire a été formé par un coach sportif, un professeur de yoga, un expert en arts martiaux et un expert en escalade durant plusieurs mois. J'ai dû manger beaucoup de tofu préparé de manière différente et étrange. J'ai fait 5 mois de sport, 6 jours par semaine. Gymnastique, arts martiaux, yoga, musculation, du cardio training comme du vélo et de la course. Un nutritionniste me suivait. Puis je me suis mis au câble et à la vraie chorégraphie de combat. Après le refus de Nicolas Cage et John Malkovich, c'est Willem Dafoe qui a finalement été choisi pour le rôle de Norman Osborn. On ne peut pas dire qu'on m'a forcé la main pour m'avoir dans ce film. J'ai fait pression pour ça. J'ai lu le scénario, je l'ai trouvé très balèze. Le rôle du type qui joue le méchant dans le film était très cool. J'ai vu Sam Raimi. La façon dont il en parlait m'a plu. Il ne m'a pas parlé des effets, je savais qu'il pouvait le faire. Je tournais un film en Espagne et on a tourné un clip dans ma chambre d'hôtel jouant le bouffon vert et ils m'ont offert le rôle. C'était drôle pour plusieurs raisons. Avec ce personnage, je joue avec plein de choses différentes. Parce qu'il y a de grosses séquences d'action, mais aussi des scènes dramatiques et des passages comiques. Il y avait beaucoup d'éléments de jeu. C'est à la fois un film d'action, un film popcorn, une histoire d'amour. Pour le rôle de Mary Jane, c'est Kirsten Dunst, alors âgée de 20 ans, qui est très vite engagée à son tour. L'actrice était déjà connue car elle a commencé à tourner dans des publicités dès l'âge de 3 ans. Elle a ensuite percé dans les années 90 avec des films comme Entretien avec un vampire, Les 4 filles du Dr Marsh ou encore Jumanji. La comédienne n'hésitera pas à donner son point de vue concernant son personnage. Je ne voulais pas qu'elle soit qu'une demoiselle en détresse. Spider-Man devait bien la sauver, mais j'ai dit à Sam, il faut qu'elle se défende un peu.
Mary Jane fait ce voyage par elle-même. Elle a eu une enfance difficile et elle essaye de le cacher. Peter est le seul homme à qui elle montre un côté vulnérable. Il l'a acceptée pour ce qu'elle est. Elle comprend qu'elle ne peut plus sortir avec les mauvais garçons. Il faut qu'elle choisisse le gentil qui sera toujours là pour elle. Et enfin, pour interpréter Tante May et Oncle Ben, ce sont respectivement Rosemary Harris et Cliff Robertson qui sont pris. Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Moi je pense que comme dirait Spider-Man, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Pour créer le costume de Spider-Man, le costumier James Etchison et Sam Raimi ont tous les deux souhaité conserver l'apparence qu'on peut voir dans la bande dessinée. On a fait un moulage de mon corps, des balayages informatiques et plus d'une vingtaine d'essayages. Le costume était confortable et souple. La seule chose qui n'allait pas vraiment, c'est que les fermetures éclairs se cassaient, donc on me cousait dans le costume. Si je voulais boire ou aller aux toilettes, il y avait tout un procédé. Le coût de production d'un seul costume était d'environ 50 000 $. L'un d'entre eux a d'ailleurs été volé par un agent de sécurité. Pour le look du bouffon vert, il y a eu plusieurs hésitations. Raimi voulait avant tout respecter le style de la bande dessinée, tout en ayant l'air d'être de notre monde et surtout de notre époque. Il fallait que le rendu soit à la fois effrayant et expressif. Le premier masque conçu par Amalgamated Dynamics n'a pas du tout plu à Dafoe, qui l'a comparé à un masque d'Halloween. Alors, les concepteurs ont plutôt proposé un casque moderne et angulaire. Le comédien a dû s'habituer à ce gros costume imposant, mais pas que, il y avait aussi le planeur avec. Il est aussi bon, voire meilleur que les cascadeurs. Et il a fait à peu près 90% des cascades lui-même. Il a su donner une réelle présence physique au bouffon vert. Il incarne Norman d'une certaine façon et se transforme entièrement quand il joue son côté obscur. Le tournage commence officiellement le 8 janvier 2001 avec un budget de 70 millions $. Même si globalement tout le monde dira que ce fut une belle expérience, il y aura quelques petites tensions entre James Franco et Tobey Maguire. Notamment parce que James aimait bien plaisanter sur la façon de jouer de son collègue, mais aussi parce qu'il avait le béguin pour Kirsten, qui était secrètement en couple avec Tobey à ce moment-là justement. De son côté, Sam Raimi est terrifié. Entre la pression du studio, des producteurs et des fans, on peut le comprendre. Mais il se demande aussi s'il va réussir à obtenir des effets visuels convaincants. Et justement, pour les nombreux effets spéciaux que demande le long métrage, c'est John Dykstra qui s'en charge. Le superviseur a su convaincre le metteur en scène de réaliser la plupart des cascades avec des images générées par ordinateur, car de toute façon, elles étaient physiquement impossibles à réaliser dans la vraie vie. Ça n'a d'ailleurs pas été si simple de convaincre Raimi au départ, car il a toujours été habitué à utiliser des effets spéciaux plus traditionnels dans ses films précédents. Le réalisateur a travaillé dur pour planifier toutes les séquences de Spider-Man se balançant depuis les bâtiments. La complexité de ces séquences a fait passer le budget de 70 millions $ à 130 millions. Pour la séquence culte du baiser à l'envers, Kirsten Dunst a avoué que filmer cette scène n'était en réalité pas si romantique que ça. C'était même plutôt un mauvais moment. Elle a déclaré que Maguire ne pouvait en fait pas respirer durant les prises car l'eau coulait dans son nez. L'acteur a ajouté qu'il était carrément à bout de souffle. Sinon, tous les acteurs se donnent à fond. Kirsten a même fait la plupart de ses cascades et d'après elle, l'organisation était parfois très discutable. Ça faisait peur par moments, même si j'étais attachée à un câble. Bien que certains plans soient réalisés par ordinateur, ça faisait comme une page de bande dessinée à l'écran. Pour un si gros film comme celui-ci, on était parfois mal organisé. On réécrivait des scènes parfois le jour même. Mais avoir une telle distribution élève le film à un haut niveau. Avec Sam à la réalisation, Tobey et Willem, le film a atteint un niveau impossible à avoir sans eux. On s'est beaucoup amusé sur le film, mais c'était beaucoup de pression. Des directeurs de studio nous rendaient visite. Ils ont laissé Sam tranquille une grande partie du temps, mais beaucoup attendaient qu'il prouve quelque chose. Étant donné la pression, Sam a su la gérer avec grâce. Je ne l'ai jamais entendu hausser le ton. Anecdote très connue, mais bon, je vais quand même la placer ici, la fameuse scène du plateau repas a été réalisée sans trucage ni CGI. Il y avait juste une sorte de colle sur la main de Tobey. Cette scène a demandé 156 prises. Pour la séquence en début de film, de vraies araignées ont été entre guillemets castées pour le film. L'équipe a engagé l'entomologiste Steven Kutcher qui a apporté des petites araignées sur le plateau. Le spécialiste leur a montré comment faire monter et descendre les petites bêtes en douceur. En gros, il était là pour diriger les araignées durant la scène où Peter se fait mordre.
Sur le plateau, tout le monde était fan des araignées de Kutcher. Enfin, tout le monde sauf Tobey Maguire, qui n'était pas du tout à l'aise à l'idée d'avoir cette petite bête sur lui. Autre anecdote, Hugh Jackman a déclaré en septembre 2013 qu'il avait été approché pour jouer le rôle de Wolverine dans ce film. Cependant, lorsqu'il est arrivé à New York pour tourner son petit caméo, les plans n'ont pas pu être réalisés car les cinéastes n'ont pas réussi à obtenir le costume qu'il avait enfilé dans X-Men. Après le tournage qui s'achève le 14 juin 2001, une affiche est dévoilée où on peut voir l'homme araignée de profil avec le reflet du World Trade Center dans ses yeux. Ce qui faisait référence à la première bande-annonce diffusée par Sony où on voyait Spidey attraper un groupe de braqueurs avec une énorme toile tissée entre les tours jumelles. Cette affiche ainsi que ce clip vidéo sera évidemment très vite retiré après les attaques du 11 septembre 2001. Prévue à la base pour Noël, la sortie est repoussée en mai 2002 pour faire quelques ajustements au niveau des effets spéciaux. La promo est intense. Tobey Maguire, Spider-Man, he's here. Spider-Man est un triomphe. Plus de 6 millions d'entrées en France, 403 millions de dollars de récoltés aux États-Unis et 418 millions dans le reste du monde. Et les critiques sont dithyrambiques. Au-delà de l'action attendue de pied ferme, c'est dans le processus d'écriture des personnages et de leur développement psychologique que l'œuvre se montre étonnamment crédible. Tobey Maguire incarne ici un parfait Peter Parker. Tour à tour adolescent, malmené à la timidité maladive, puis protecteur, responsable et conscient de la responsabilité de sa mission envers la ville qu'il habite et ses concitoyens. Un parfait cheminement dans la progression du tisseur, jamais forcé et quasi réaliste. Très probablement la meilleure incarnation possible de l'araignée et de son alter ego. Après une heure d'exposition franchement agréable, l'action peut vraiment démarrer et Rémi fait étalage de toutes ses qualités de metteur en scène, usant de sa caméra toujours en mouvement, sans jamais délaisser une lisibilité à toute épreuve. Et surtout en utilisant son terrain de jeu, New York, d'une manière ludique rarement égalée. Chaque parcelle de la grosse pomme pouvant être exploitée par le déplacement aérien des protagonistes, dans un ballet vertical de haute volée. Entre teen movie dans les règles de l'art, récit initiatique efficace et film d'action rafraîchissant, ce premier film Spider-Man tient parfaitement son rang de porte d'entrée filmique dans l'univers de Spidey, au travers d'une bien belle formule qui sera sublimée quelques années plus tard par son auteur dans sa suite directe. Mon avis ne sera absolument pas original, car un peu comme toutes les personnes qui font partie de ma génération, j'ai découvert les films de super-héros avec les premiers X-Men et les Spider-Man de Sam Raimi. Alors non, je ne veux pas et je ne vais pas conclure cette vidéo en comparant les autres adaptations qu'on a eues depuis. Ici, je veux juste me concentrer sur le film de 2002. Mais avant de commencer, je souhaite souligner un petit détail. Je ne suis pas un fan de comics, ni un fan de super-héros à la base. Et même si j'ai fait quelques recherches pour vous parler de la première bande dessinée en début de vidéo, je n'y connais pratiquement rien. Donc, je ne peux pas réellement dire si c'est une bonne adaptation. Par contre, je peux vous dire que c'est un film génial. Entre les moments de tension, les scènes d'action, les séquences d'émotion avec la musique de Danny Elfman et les effets spéciaux qui tiennent encore la route, Spider-Man est tout simplement un bijou. Souvent moqué à cause de sa prestation, Tobey Maguire est pourtant très convaincant dans le rôle de Peter Parker. Il est même très attachant. D'ailleurs, tout le casting est super. James Franco, Kirsten Dunst et Willem Dafoe sont excellents. C'est moi qui ai fondé cette société. Et ce au prix de tous les sacrifices. Vous avez tué ces hommes. Nous avons tué ces hommes. Laissez mourir la femme que tu aimes, ou laissez périr les petits-enfants. Fais ton choix. Mais celle qui me touche particulièrement, c'est bien évidemment Rosemary Harris. Il m'a beaucoup manqué aujourd'hui. Et il me manque beaucoup. Mais je sais qu'aujourd'hui, il était là. Tu l'aimais énormément. Et lui aussi, il t'aimait. L'intrigue est habilement tissée, petit jeu de mots, et le rythme est bien géré. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous. La force du long métrage réside également dans sa capacité à équilibrer l'action, le drame et l'humour de manière cohérente. Et c'est con, mais ça m'a fait plaisir de voir un film de super-héros où la violence n'est pas adoucie ou cachée. Quand les personnages s'en prennent plein la gueule, on ressent les coups et il y a un peu de sang.
des petits détails qui sont devenus trop rares. Pour finir, Spider-Man reste même 20 ans plus tard, un incontournable, un classique du genre, intelligent et bien écrit, qui lancera 2 ans plus tard une suite où Sam Raimi montrera, une fois de plus, tout son talent pour allier puissance émotionnelle et divertissement. Et voilà, c'est tout pour le premier Spider-Man. J'espère que vous avez passé un bon moment et on se retrouve très vite pour de nouvelles rétrospectives. En attendant, n'oubliez pas de commenter, liker et à vous abonner.